Mais alors, bonjour à tous. Je suis Sylvana Côté, je dirige l'Observatoire pour l'éducation et la santé des enfants avec Catherine Eck qui est ici. On est très, très heureuse aujourd'hui d'accueillir Dr. Olivier Drouin, qui est un chercheur de l'Observatoire. L'Observatoire vise à comprendre et atténuer les impacts de la pandémie sur le développement des enfants. Donc, on est très, très interdisciplinaire. On couvre les aspects pédiatriques, les aspects économiques, éducatifs, santé mentale et des saines habitudes de vie. Et puis aujourd'hui, Dr. Drouin va nous parler de ses travaux sur l'impact de la COVID-19 sur les enfants et les soins pédiatriques. Olivier Drouin est quelqu'un qui suscite l'admiration, en tout cas la mienne, là. C'est le type de chercheur qui mène de front une carrière clinique et de recherche de haut niveau. Alors, il a fait sa médecine à McGill et puis ensuite, il est allé faire une maîtrise en santé publique à Harvard. Il est revenu au Québec, à Sainte-Justine. Il est chercheur boursier junior 1 du FRQS. Et donc, ça lui permet de continuer à faire des travaux de recherche. Il s'intéresse aux facteurs comportementaux qui influencent comment les parents et les enfants prennent des décisions pour leur santé puis adhèrent à leur traitement. Et depuis le début de la pandémie, il a été très actif. Donc, il a été parmi les premiers à publier des données hospitalières sur l'impact des perturbations pandémiques, des confinements sur les soins hospitaliers et sur le profil des enfants qui avaient des complications reliées à la COVID. Donc, Olivier, on a très, très hâte de t'entendre pour ce sujet qui nous interpelle tous. Merci d'être là et c'est à toi. Merci pour la présentation très généreuse, Sylvana. Donc, je vous donne ça en 1000. Excusez-moi, on va retourner à la diapo numéro 1, ça va avoir plus de sens. Voilà. Donc merci à tous d'être présents ce midi. Donc, comme Sylvana l'a dit, on va regarder les impacts à la fois directs et indirects de la COVID-19 sur les soins de santé pédiatrique. Donc, plus c'est mon chapeau de santé publique, mon chapeau de pédiatre, mais aussi mon chapeau de chercheur sur les services de santé qui était vraiment intéressé de voir, là, on a eu beaucoup parlé de l'impact de la pandémie sur les adultes, évidemment, mais il y a eu des répercussions sur les enfants, puis sur les soins de santé, entre autres à Sainte-Justine. Alors, c'est les résultats des travaux que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, j'ai aucun conflit d'intérêt à déclarer. Donc, on va y aller en deux temps, l'impact direct, les impacts directs et les impacts indirects. Donc, vous vous souviendrez peut-être en janvier 2021, fait que à peu près un an, on avait fait les manchettes parce que le Sainte-Justine s'apprêtait à recevoir des adultes atteints de la COVID-19 parce que les hôpitaux adultes débordés, puis à Sainte-Justine, c'est relativement tranquille. Ça s'est jamais vraiment matérialisé, puis malheureusement, il y a d'autres patients qui sont venus à Sainte-Justine, des patients pédiatriques plutôt. Mais juste pour vous donner un peu un cas de figure là, sur comment les enfants ont été affectés par la COVID. Ça, c'est un graphique qui montre le nombre de cas de COVID-19 au Canada par groupe d'âge. Puis vous voyez que il y avait quand même un bon 20% là, des cas qui sont dans le groupe d'âge qui nous intéresse. Là, le Santé Canada fait 0,19 à Sainte-Justine, on traite les 0,18, mais vous voyez un peu le tableau, donc à peu près 20%. Par contre, si on regarde ce qu'il y en est au niveau des hospitalisations, encore une fois, c'est les données qui datent là, de la semaine dernière. Vous pouvez voir que les enfants sont vraiment sous-représentés. Alors bien, même s'ils représentent 19 à 20% de tous les cas représentés, à peine 3% des hospitalisations. Donc, puis ça, c'était au Canada. Si on regarde au Québec, c'est un peu la même chose. Je déteste
les diagrammes en pointe de tarte, mais ça là, vient de l'INSPQ. Puis vous voyez, bon, les deux petites tranches ici, c'est notre population pédiatrique. Donc, aussi le 3% au niveau du Québec. On s'est intéressé, comme l'a mentionné brièvement Sylvana, à comprendre un peu qui étaient ces enfants-là. Qu'est-ce qui fait en sorte que des enfants ont besoin d'être hospitalisés? Est-ce qu'il y a des facteurs de risque particuliers? Ça nous a amené en novembre à avoir cet article-là publié dans le journal de l'Association médicale canadienne sur les caractéristiques des hospitalisations au Canada d'enfants ayant contracté une infection aiguë au SARS-CoV-2. Donc, la façon dont on a procédé, c'est qu'on a pris avantage du Réseau canadien de surveillance pédiatrique, le CPSP, qui représente environ 2800 membres qui sont des pédiatres ou des sous-spécialistes pédiatriques. Puis on les a achalés à toutes les semaines entre le 4 avril 2020 puis on a arrêté au 31 mai 2021, leur envoyé un courriel leur demandant s'il y avait eu des cas de COVID-19 chez des enfants qui avaient besoin d'être hospitalisés. Donc, l'article que j'ai présenté couvre les données jusqu'au 31 mai 2021. Il y a un deuxième article qui se rend jusqu'au 31 décembre qui est en cours. Et puis, puisque ce travail-là est financé en partie par la Santé publique du Canada, mais vous allez voir, là, je pense pas qu'il y en a beaucoup dans ma présentation, mais on n'a pas, pour des raisons d'anonymité, on ne peut pas rapporter là, les tailles d'échantillons qui sont plus petites que 5. Donc, ce qu'on regardait, c'était assez simple. C'était tous les enfants de moins de 18 ans qui étaient hospitalisés avec un test positif, test PCR positif pour le SARS-CoV-2. Donc, qu'est-ce que ça a montré? On avait eu, donc au 31 décembre 2020, on avait eu donc les premiers 9 mois de la pandémie. Il y avait eu à peu près 900 cas qui avaient été rapportés. On avait d'autres études, là, fait qu'il y en a une grosse proportion en fait qui étaient des cas qui étaient rapportés pour d'autres études. Au final, ça nous en laissait 264. Par comparaison, quand on a pris les données puis qu'on les a amenées jusqu'au 31 mai, ce nombre-là avait doublé, mais les conclusions que je vais vous présenter sont à peu près les mêmes jusqu'à l'arrivée de Delta et de Micron. Je parlerai pas beaucoup de Delta et Micron parce que, surtout au Micron, il n'y a pas une tonne de bonnes données pédiatriques encore qui sont dans des revues par les pairs, mais je peux vous dire que cliniquement, anecdotiquement, ce qu'on voit à Sainte-Justine à travers le Canada, ça ressemble pas mal à ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, parmi ces 264-là, il y en avait 14 qui étaient hospitalisés vraiment pour des raisons de contrôle des infections de raison sociale, des patients qui étaient des résidents d'hôpitaux psychiatriques ou de soins longue durée. Il y en avait à peu près 100 qui étaient vraiment des enfants qui étaient là pour d'autres raisons. Là. Fait que des fractures, des extractions de corps étrangers, qui avaient un test positif pour la COVID qui était mais c'est juste parce que à ce moment-là, puis on le fait encore, c'est juste on teste systématiquement tous les enfants qui sont hospitalisés. C'est vrai aussi dans le reste du Canada. Fait que ça nous en laissait environ 150 là, au moment où on a fait l'analyse qui étaient hospitalisés avec des symptômes qui étaient attribuables à la COVID-19. Donc, juste pour vous faire une petite pause ici. Donc, ça veut dire que pendant les 9 premiers mois de la pandémie, à travers tout le pays, on avait vraiment seulement 150 enfants qui avaient été hospitalisés avec des symptômes qui étaient attribuables à la COVID-19. On en a peut-être loupé quelques-uns, là, mais on pense qu'on a à peu près, on avait au moins 80-85% de tous les cas qui étaient rapportés. Donc, est-ce que ces enfants étaient très malades? Quand même. Selon les définitions de cas, il y en avait près de 50% qui étaient catégorisés comme ayant une maladie sévère ou critique. Critique souvent parce qu'il y avait besoin, il y avait eu recours à aller aux soins intensifs. Mais quand on regardait vraiment les détails de ces enfants-là, on s'est rendu compte que un grand nombre, en fait, avait vraiment pas eu besoin de beaucoup de support respiratoire ou cardiaque. Donc, surtout en début de pandémie, on ne savait pas trop comment les enfants allaient réagir à l'infection. Donc, il y en a beaucoup qui sont ramassés aux soins intensifs plus pour observation. C'est sûr que les choses évoluaient bien, mais au final, là, les enfants étaient somme toute, très bonne évolution, mais peu avaient une maladie sévère. On a quand même quelques-uns qui avaient une maladie sévère, puis on était intéressé à regarder quels étaient les facteurs de risque pour celle-ci. La première chose, c'est au niveau de l'âge. Donc, c'est une question qu'on se fait poser tout le temps, puis c'est quelque chose qu'on regarde beaucoup en pédiatrie, c'est l'impact de l'âge sur un paquet de trucs.
Puis, de façon intéressante, intuitivement, on aurait pensé que les tout-petits avaient pris comme des maladies plus sévères, puis c'est pas ce qu'on a vu. Donc, ce qu'on a vu, c'est que si on compare au groupe des 1 an comme groupe de référence, c'est les plus vieux, incluant nos ados, qui avaient des maladies plus sévères, alors que les enfants de moins d'1 an s'en sortaient quand même par la majorité très, très bien. On a publié une cohorte tôt dans la pandémie avec Dr. Cacar, aussi à Sainte-Justine, sur justement les caractéristiques cliniques de ces enfants, les nourrissons de moins de 1 an, pour montrer que la plupart évoluaient bien. On a un autre manuscrit là, qui a été soumis récemment, qui regarde à tous les enfants de moins d'1 an qui ont eu une infection au SARS-CoV-2. Puis ce qu'on voit ici, c'est que parmi les 530 cas qui ont été rapportés avec la même technique que je vous parlais, il y en a seulement 20 qui avaient des critères cliniques pour une maladie sévère. Puis les caractéristiques de ces enfants-là, donc c'était ceux qui avaient moins d'1 mois, puis ceux avec déjà d'autres conditions chroniques. Fait que c'est vraiment les tout petits, les moins d'1 mois qui sont peut-être un peu plus fragiles, mais au-delà du 4 à 6 semaines après la naissance, les petits-enfants, les nourrissons s'en sortent très, très bien. Pour ce qui est des comorbidités, on était quand même intéressé de voir est-ce que ça avait un impact. Donc, ce qu'on voit, c'est que parmi les cas non sévères, il y avait environ 25% qui avaient une maladie, une comorbidité. Quand on regarde les maladies sévères, ce chiffre-là double, donc se rend au-dessus de 50%. Puis, c'est ce qu'on voit aussi là, quand on regarde les maladies une par une, on se rend compte qu'il y a beaucoup de maladies, surtout des maladies pulmonaires mal contrôlées, des problèmes génétiques, neurologiques ou neurodéveloppementaux là, qui étaient associés avec, ça c'est le ratio de risque pour une maladie sévère. Donc, vous pouvez voir que c'est des enfants qui étaient déjà un peu hypothéqués, qui avaient plus de chances d'avoir des maladies sévères parmi ceux qui étaient hospitalisés. De façon intéressante, il y a plein d'autres maladies qu'on se serait attendu à ce qu'ils soient problématiques, qui ne l'étaient pas, incluant les maladies cardiaques, le diabète, des maladies hépatiques, puis même nos patients avec qui étaient immunosupprimés ne semblaient pas avoir des maladies ou des cancers, là, ne semblaient pas avoir des maladies plus sévères une fois qu'ils étaient infectés par la COVID. Fait que c'était quand même des nouvelles qui étaient rassurantes là, pour nos collègues cliniciens. On a été aussi intéressé à regarder, à creuser un petit peu plus au niveau du milieu socio-économique. Vous vous souviendrez, surtout dans les premières vagues, qu'il y avait une surreprésentation des milieux socio-économiques moins favorables parmi les patients qui contractaient la maladie ou qui avaient besoin d'être hospitalisés. C'est quelque chose qui avait été très bien documenté du côté adulte, mais du côté pédiatrique, ça l'avait moins été. Puis comme les enfants étaient moins malades, est-ce qu'on trouve la même chose ou pas? Puis on a utilisé ce qu'on appelle l'indice de déprivation matérielle. Donc, ça divise là, la population en 5 quintiles. Quintile 1 étant le quintile le plus riche, le 20% les plus riches, puis le quintile 5 les plus pauvres. Vous avez le nombre d'hospitalisations ici sur l'axe des Y. Ce qu'on se rend compte, c'est que dans nos données à Sainte-Justine, il y avait une énorme surreprésentation des enfants qui venaient de milieux socio-économiques plus défavorables par rapport aux autres. Et puis, quand on ramène ça, une fois qu'on fait des ajustements statistiques, on se rend compte qu'une fois qu'on testait positif, les enfants du quintile le plus défavorable avaient presque 2 fois et demi le risque d'être hospitalisé par rapport au groupe le plus riche. Donc, vraiment un gradient, là, mais disons que c'est vraiment le groupe le moins bien nanti là, de la population qui était le plus à risque. Puis, après ça, on est allé un petit peu plus profondément, c'est-à-dire, bon, le risque d'hospitalisation, c'est une chose, mais une fois qu'ils sont hospitalisés, on est dans un système de santé universel. Est-ce qu'ils ont plus de chances d'avoir une maladie sévère? Puis oui. Donc, tous les groupes, donc ici, là, le groupe référence est inversé, là, mais tous les groupes avaient même si notre temps d'échantillon n'était pas très grand, ne nous permettant pas nécessairement de statuer
officiellement que c'était pas seulement dû à la chance, là, mais disons que la tendance est assez claire où est-ce que tous les groupes avaient des risques de maladies sévères qui étaient plus faibles que notre groupe de milieu socio-économique le moins favorable. Fait que même parmi les enfants qui sont pas très malades, même dans un contexte de soins de santé avec une couverture universelle, les enfants qui venaient de milieux socio-économiques moins favorables avaient à la fois plus de chances d'être hospitalisés, puis plus de chances d'être malades s'ils étaient hospitalisés. Donc, qu'est-ce qu'on retient de cette première partie-là? Donc, on était chanceux en pédiatrie qu'il y avait très peu d'infections au SARS-CoV-2 qui nécessitaient une hospitalisation. Environ 40% des enfants qui étaient admis avec un test positif l'étaient pour une autre raison que la COVID-19. Donc, même les petits chiffres sont encore plus petits. On avait à peu près la moitié des cas de COVID-19 qui étaient sévères, mais très peu qui ont eu besoin de support respiratoire ou cardiaque. Les extrêmes d'âge, donc les adolescents puis les moins qu'un mois, ont des manifestations plus sévères de la maladie. La présence d'une maladie chronique, peu importe quelle elle est un facteur de risque, mais parmi ces maladies-là, il y en a qui étaient associées spécifiquement avec une manifestation plus sévère de la COVID-19. L'obésité que je n'ai pas mentionné, là, mais l'obésité ressortait tout comme chez les adultes, les maladies neurologiques, les problèmes neurodéveloppementaux, qui sont des maladies respiratoires chroniques. L'asthme bien contrôlé, donc ce que la plupart de nos patients ont, n'était pas associé à une maladie plus sévère, mais un asthme mal contrôlé, oui. Donc, encore une fois, là, probablement associé aussi avec une maladie de base qui était plus sévère. Puis, la pauvreté était associée avec un risque plus haut d'hospitalisation de maladie sévère. L'autre bibite, l'autre souci qu'on a beaucoup en pédiatrie avec la COVID-19, c'est pas tant l'hospitalisation avec la maladie aiguë que cette chose-là, syndrome inflammatoire multisystémique de l'enfant. Donc, vous l'avez peut-être entendu parler en anglais, on l'appelle le PIMS ou le MIS-C. Donc, c'est vraiment une manifestation systémique, là, le système inflammatoire qui s'emballe. 2 à 6 semaines après l'infection. Puis, je ne vais pas vous présenter les travaux en détail parce que c'est, même si je suis dans la liste d'auteurs, c'est pas moi qui a mené le travail, puis ça a été soumis pour publication, mais c'est pas encore accepté. Mais en utilisant la même infrastructure que je vous présentais au départ, on a recensé là, on a essayé d'aller chercher tous les cas de cette maladie-là au Canada pendant la première année et demie de la pandémie. Puis, en somme, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que ces enfants-là, par opposition à ceux qui étaient hospitalisés pour la COVID, étaient très malades. Donc, il y en a un tiers qui ont besoin d'aller aux soins intensifs, mais là-dedans, donc 38% qui ont eu des symptômes de choc, là, fait que vraiment le système cardiaque qui flanche. Puis 28% qui ont besoin de support respiratoire et hémodynamique, là, fait que beaucoup plus important là, en nombre que ce qu'on avait pour la COVID-19. Puis, de façon intéressante, même si on parle beaucoup de COVID, puis on parle peut-être un petit peu moins de ce syndrome-là, l'incidence pour le CIM était comparable à celle de l'hospitalisation pour les cas de COVID-19. Donc, c'est vraiment deux faces de la même maladie, mais qui sont aussi prévalentes une que l'autre. Donc, ça aussi, ça complique un peu. Puis, je vous dirais que c'est un peu notre cause de souci présentement à l'hôpital pour sortir des documents scientifiques qui nous parlent un petit peu plus de la clinique. Là. Le pic on est pas mal dans les 4 à 6 semaines après le pic de Micron. Donc, on se croise les doigts fort, qu'on n'aura pas un pic de syndrome inflammatoire multisystémique de l'enfant dans les prochains jours à Sainte-Justine. Donc, ça, c'était pour l'impact direct de la pandémie. Donc, après ça, on était quand même intéressé à regarder ce qui s'était passé, les impacts indirects, un peu les effets secondaires, ce qui avait une chance d'être manqué. Puis, pour ça, on a utilisé là, la base de données de l'urgence de Sainte-Justine là, qui est extrêmement riche et très bien documentée pour essayer de voir un peu qu'est-ce qui s'était passé dans la santé des enfants au-delà de l'infection en soi. Puis, la première étude qu'on a fait, qu'on a
qu'on a réalisé quelques mois après le début de la pandémie, c'était vraiment en réponse à, donc ça a été fait avec mes collègues de l'urgence à Sainte-Justine, puis aussi à l'hôpital Montréal pour enfants. C'était vraiment tranquille à l'urgence, puis on était comme curieux de voir à quel point est-ce que c'était une impression versus est-ce que c'était la réalité. Donc, juste pour vous donner un tableau, un visuel. Ce que vous voyez, là, ça va être le nombre hebdomadaire de visites à l'urgence, le Children plus Sainte-Justine de 2015 à 2020. Donc, on se rend jusqu'à mai 2020. Donc, on couvre les 3 premiers mois de la pandémie. Donc, toutes les lignes, vous allez voir, vont se superposer. Puis, en fuchsia, ici, en rose, ça va être 2020. Et puis, c'est vraiment pas subtil. Donc, alors que janvier-février 2020 était, somme toute, assez semblable aux autres années, on voit une énorme diminution, là, donc le début de la pandémie, vraiment ici, à la semaine 10 à peu près, une énorme diminution dans le nombre de visites à l'urgence. On a creusé un petit peu plus pour voir qu'est-ce qui se passait. Il y a beaucoup de chiffres sur ce tableau-là, mais les chiffres à regarder sont ici. Donc, peu importe la façon dont on coupait les données, qu'on les regardait par groupe d'âge ou par le niveau de triage, donc d'acuité à la présentation, on voyait des diminutions de 40 à 60 du nombre de visites. Fait qu'il y a vraiment littéralement la moitié du nombre de patients à l'urgence qu'on a normalement. Donc, ça donnait vraiment une impression que l'urgence était vide. Quand on a regardé quel type de diagnostic était moins prévalent, presque tout avait diminué en fait, là. Autant les infections virales que les problèmes respiratoires, mais aussi des trucs qui n'est pas directement reliés à l'infection, donc les blessures, des problèmes du système digestif ou du système nerveux central, tout ça avait diminué, incluant les problèmes de santé mentale. Je vais revenir un petit peu plus tard dans la présentation. Mais fait voir que dans les 3 premiers mois de la pandémie, là, les enfants venaient presque plus à Sainte-Justine, peu importe pourquoi. Une des hypothèses qu'on avait, c'était que, bien évidemment, il y avait beaucoup de choses beaucoup qui se tramaient dans les médias. On avait, souvenez-vous, là, c'est le mauvais vieux temps, là, plutôt que le bon vieux temps, là, quand il n'y avait pas, on n'avait pas beaucoup de recherches, c'était un peu la panique, on n'avait pas de vaccin, on ne savait pas trop ce qui se passait puis à quoi on avait affaire. Donc, notre hypothèse, puis Sainte-Justine, assez tôt, tout comme les Children, ont été identifiés là, comme des sites qui voyaient les enfants atteints de la COVID. Donc, on avait peur que les parents ne viennent pas à Sainte-Justine. Puis en fait, le chef de l'urgence a été obligé de faire quelques appels pour s'assurer que appels au grand public pour s'assurer que les enfants qui avaient besoin de venir à l'urgence viennent et ne demeurent pas à la maison. Puis ça nous a amené un peu au prochain chiffre que je vais vous montrer, c'est-à-dire, on était curieux de voir est-ce qu'il y a des enfants qui auraient dû venir à Sainte-Justine puis qui venaient pas. Puis est-ce qu'on se serait ramassé avec des manifestations plus sévères de maladie ou des présentations tardives? Donc, on voulait s'assurer que, disons, les enfants qui avaient les 2 cas de figure que je vais vous présenter, c'est l'appendicite puis les cancers, de s'assurer que ces enfants-là ne souffraient pas en silence puis que les parents hésitaient à venir à l'hôpital, de venir à l'urgence par peur de contracter le virus. Puis finalement, quand ils se ramassaient à l'hôpital, ben, qu'il était comme, entre guillemets, trop tard. Là. Fait qu'on a creusé un petit peu plus au niveau des appendicites. La raison pour l'appendicite, c'est qu'il n'y a pas vraiment de facteur de risque qu'on connaisse pour l'appendicite. Il n'y a aucun lien infectieux. Puis dans la plupart des études sur l'utilisation des services de santé, à la fois en adulte ou en c'est un peu notre constante. C'est un peu comme, il n'y a rien qui devrait influencer le niveau le nombre d'appendicites, donc n'importe quelle variation à la baisse serait vraiment pas attendue et serait pas normale. Donc, on s'est mis avec des collègues en épidémie puis aussi à l'urgence, des chirurgiens pour voir un peu ce qui se passait. Donc, comme je disais, notre objectif, c'était vraiment, premièrement, de voir est-ce qu'il y avait des changements dans l'incidence des appendicites, puis deuxièmement, est-ce que les appendicites se présentaient de façon plus sévère. Puis, on a utilisé une technique là, que je vais vous montrer pour 2-3 prochaines études qu'on appelle la série chronologique interrompue, la Interrupted Time Series en anglais, où est-ce qu'on regarde vraiment comme on prend en considération ce qui se passait avant pour les clans de coupure. Ça peut être une intervention, un changement de politique, mais dans ce cas-ci, c'était la COVID, puis voir comme qu'est-ce qui se passe après. Puis on est reculé jusqu'à 2016 pour avoir comme notre baseline, si vous voulez, puis après ça, 1 an après le début de la pandémie.
Donc, ça, c'est pas des résultats, c'est juste pour vous préparer un peu à la façon dont ces données-là sont rapportées. Donc, on établit une période de base qui est notre baseline. Il y a une coupure qui se passe, puis là, il y a ce qu'on se serait attendu si l'intervention, ou dans ce cas-ci, la pandémie n'était pas arrivée. Puis, il y a deux choses qu'on mesure. Un, c'est est-ce qu'il y a eu une augmentation, une diminution drastique au moment de la pandémie dans notre cas. Puis la deuxième, c'est après le début de la pandémie, bien, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on voit une diminution ou est-ce qu'on voit une augmentation? Est-ce qu'il y a du rattrapage qui se fait? Puis c'est ça un peu que je vais vous montrer là, pour les appendicites puis les cancers. Donc, pour les appendicites, ce qu'on a vu, c'est que, donc ça, c'est toute la période pré-pandémie. Donc, vous voyez qu'il y a une légère augmentation dans le temps. C'est juste dû à l'augmentation de la population puis au drainage de Sainte-Justine. On a juste un nombre de visites qui augmente de façon légère là, à chaque année. Puis, vous voyez, donc en mauve, c'est ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu la pandémie. Oups! Puis, en gris, c'est le modèle de ce qui s'est passé avec la pandémie. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une légère augmentation d'à peu près 14 du nombre de visites à l'urgence pour appendicite au début de la pandémie. Puis là, on n'a pas beaucoup de points, là, mais en tout cas, ça ne semble pas être rediminué, mais le plus important, c'est que ça ne semble pas réaugmenter après le début de la pandémie. Donc, pourquoi ça? On est encore en train de creuser puis de discuter avec nos collègues chirurgiens. On pense qu'il y a probablement un élément de ça qu'il y a des appendicites qui normalement étaient vus dans les hôpitaux généraux là, de la rive de la première et deuxième couronne de Montréal, donc les hôpitaux à Laval, Saint-Eustache sur la rive sud, qui voyaient des cas d'appendicite pédiatrique, puis probablement avec les hôpitaux qui étaient encore sous pression, ces cas-là ont été redirigés vers Sainte-Justine. Donc, c'est probablement ça qui a fait en sorte qu'il y ait une augmentation. Mais bref, le plus important pour nous, c'est qu'on n'a pas vu de diminution dans le nombre d'appendicites au début de la pandémie. Après ça, bien évidemment, la question, c'est de savoir, OK, ça n'a pas changé, mais est-ce qu'ils sont présentés plus tard? Donc, on a regardé au niveau de la sévérité, on a regardé 3 marqueurs de sévérité. La première, c'est la durée de séjour. Donc, vous pouvez vous imaginer si vous avez une appendicite qui se présente, qui est perforée, donc une maladie qui s'est présentée trop tard, ben, on a besoin de rester à l'hôpital plus longtemps pour bien la traiter. Donc, vous voyez la distribution là, de la durée de séjour. Normalement, c'est des hospitalisations qui sont très courtes, là, de 24 à 72 heures, mais il y en a toujours un certain nombre qui traînent. La médiane, c'est la ligne noire ici. La moyenne, excusez-moi, c'est la ligne noire ici que vous voyez. Donc, c'est relativement stable dans les petits chiffres pour 2016 à 2020 avant la pandémie. Puis, au niveau de la pandémie, en fait, il n'y a pas eu de changement. Je dis ça, c'est pas vrai. Il n'y a pas eu d'augmentation. C'est quelque chose, quand on analyse tout ça au total, il y a en fait une diminution de la durée de séjour d'à peu près 10 heures. Dans l'année qui suit le début de la pandémie versus avant. On pense que c'est probablement dû à deux choses. Les parents qui ne veulent pas nécessairement rester à l'hôpital plus longtemps qu'ils ont besoin. Donc, aussitôt qu'ils sont prêts, ils demandent à quitter. Puis l'autre chose, c'est on pense que la diminution en général du volume à l'hôpital a peut-être permis d'être un peu plus efficace dans nos processus de congé. On creuse un petit peu de ce côté-là, mais ce qui est certain, c'est qu'il n'y a vraiment pas une augmentation de la durée de séjour comme marqueur de sévérité pour ce qui est des appendicites. Donc, peut-être une légère augmentation du nombre, pas une diminution, c'est sûr, puis pas une durée de séjour qui est plus longue. Puis, par la suite, on a regardé au niveau des notes chirurgicales, est-ce qu'il y avait eu plus d'appendicites qui étaient perforés, donc une présentation plus tardive. En aqua, ici, vous avez les appendicites perforés en ombre, puis en orange, les non perforés. Je ne vous ai pas mis les chiffres exacts, mais grosso modo, la proportion n'a pas augmenté des appendicites perforés. Puis la proportion nécessitant un drainage, donc une deuxième chirurgie ou un drainage en radiologie, donc encore une fois, une complication, ça n'a pas augmenté. Donc, qu'est-ce qu'on retient pour les appendicites? Donc, pas de diminution du nombre de visites, qui est une bonne chose, puis surtout pas de maladies plus sévères, donc pas de délai apparent dans la présentation.
Ça, on s'est intéressé à quelque chose d'un petit peu plus indolent, c'est-à-dire que, bon, l'appendicite, pour ceux qui ont eu la malchance d'en avoir personnellement ou dans votre famille, vous savez que, bon, on peut retarder un peu à l'urgence pour une appendicite, mais on peut pas retarder tant que ça, là. C'est-à-dire que ça fait juste très mal très vite. Par opposition, certaines tumeurs, certains cancers peuvent être un petit peu plus indolents, donc avoir des présentations qui sont peut-être un petit peu moins évidente. Le type de cancer le plus fréquent en pédiatrie, c'est les leucémies. Les leucémies, ça peut se présenter avec de la fatigue, de la perte de poids, mais des symptômes qui se développent sur des semaines, sur des mois parfois. Donc, il y aurait peut-être plus un potentiel là, d'avoir un délai dans la présentation. Donc, on est intéressé à regarder ce groupe-là. Donc, ce qu'on a fait, c'est que on a utilisé la même base de données, puis on a regardé deux grandes présentations. Donc, évidemment, le diagnostic de cancer n'est pas toujours fait à l'urgence. Donc, il peut être fait à l'urgence où on peut avoir des patients qui ont des présentations cliniques qui peuvent être des cancers, mais qui peuvent être autre chose également. Donc, on a regroupé tout ça, puis on a regardé qu'est-ce qui s'est passé dans le nombre de visites de patients qui, sur papier, pouvaient avoir des cancers ou avaient un cancer diagnostiqué. Donc, ça, c'est la variation du nombre de visites que vous voyez là, encore une fois en 2016, puis le début de la pandémie. Puis là, arrive la pandémie, grosse diminution au mois de mars 2020 avec bon, des chiffres qui demeurent relativement faibles par la suite. Donc là, on s'est dit, oups, est-ce qu'on a quelque chose ici ou est-ce que il y a des gens qui n'auraient pas dû éviter venir à l'urgence, qui auraient dû venir et qui finalement ne sont pas venus. Mais bon, comme je vous disais, ça inclut, un, c'est à l'urgence, puis deux, ça inclut les cas qui sont confirmés, mais aussi des cas qui sont suspects, donc qui ont des présentations de fatigue, de perte de poids, qui peuvent être des cancers, mais qui peuvent aussi être d'autres choses. Donc, on a creusé un petit peu plus. Ah oui, puis juste, on a essayé de quantifier en premier cette diminution-là. Donc, ce qu'on s'est vu, donc si vous regardez, ça, c'est la variation, le modèle, la variation du nombre de visites à l'urgence pour les enfants avec cancer suspecté ou confirmé. Puis, donc, encore une fois, en mauve, vous auriez ce qui aurait dû arriver si la pandémie était pas arrivée chez nous. Versus en gris, ce qui s'est vraiment passé. Donc, une diminution de vrai 50 au début de la pandémie, puis un certain rattrapage là, par la suite, comparativement à ce qui se serait attendu. Fait que, tu sais, normalement, à l'automne, on voit une diminution, puis dans ce cas-ci, on a eu à l'été puis à l'automne une diminution, alors que normalement, on a un peu un rebond. Donc, on s'est dit, bon, ça incluait des patients avec un diagnostic confirmé de cancer, mais aussi avec des patients qui ont des présentations qui peuvent ou qui peuvent ne pas être des cancers. Fait qu'on s'est dit, bon, on va regarder seulement les cancers confirmés à l'urgence, sachant que, bon, c'est pas parce qu'on n'a pas l'étiquette à l'urgence qu'on n'a pas la maladie. Puis, encore une fois, donc, de 2016 à début 2020, un nombre relativement stable. Puis, on voit une diminution au début de la pandémie, puis en fait, un gros rebond à l'automne 2020. C'était un peu étrange. Puis c'est là qu'on a impliqué nos collègues en hémato-onco pour dire, bon, qu'est-ce qui s'est passé à l'automne 2020? Avez-vous vu une augmentation effroyable du nombre de cancers ou est-ce que c'est un artefact? Puis on est allé chercher aussi d'autres sources de données. Donc, entre autres, on est allé voir carrément qu'est-ce qui se passait à l'unité d'hospitalisation en oncologie. Fait que les patients qui sont hospitalisés avec des cancers, qui reçoivent des traitements. Donc là, je vais vous montrer les chiffres à la fois pour Sainte-Justine puis le Children. Puis en fait, heureusement, il y avait vraiment pas eu de changement. Donc, il y a, vous voyez, c'est ce qui s'est passé avant la pandémie, ce qui était prédit en mauve versus ce qui s'est passé. Donc, peut-être un léger fléchissement, là, mais à peine. Puis, donc, quand on analyse statistiquement, ce qu'on se rend compte, c'est que la diminution est à peu près de 9 au début de la pandémie, mais c'est pas statistiquement significatif. Puis, il n'y a pas vraiment de rattrapage ou de rebond par la suite. Donc, tout ça, ça nous disait, bon, OK, il y a moins de visites à l'urgence pour des trucs qui peuvent être des cancers ou des enfants avec cancer, mais au niveau des enfants qui sont hospitalisés en onco, c'est stable.
Donc, on s'est dit, ben, mais en onco, bon, il y a des patients qui ont déjà un cancer versus des nouveaux diagnostics. On est capable de chercher les nouveaux diagnostics. Puis, en fait, on a juste la semaine dernière eu ces chiffres-là, puis ce qu'on se rend compte, c'est qu'il n'y a pas eu de changement, en fait, dans les nouveaux diagnostics de cancer à Sainte-Justine. On attend encore les données de l'hôpital de Montréal pour enfants, mais probablement que ça va être assez similaire. Donc, heureusement, il n'y a pas eu ni de diminution, ni de gros rebonds, de gros rattrapages. Il nous reste encore des analyses pour s'assurer que ces enfants-là ne sont pas présentés avec des stades plus avancés de la maladie, qu'on n'a pas plus de patients avec des métastases, par exemple, qui se présentent. Mais pour l'instant, les nouvelles sont somme toute rassurantes. Le dernier point que je veux présenter, c'est de santé mentale. Pas juste parce que c'est le dada de Sylvana, mais parce qu'on a beaucoup entendu parler dans les nouvelles. Donc, on a regardé avec mon collègue Nicolas Chady, qui est spécialiste en médecine d'adolescence, qu'est-ce qui s'était passé au niveau de la santé mentale. On a regardé, donc on a fait 2 études. La première, on a regardé ce qui s'est passé grosso modo au niveau des urgences pour les problèmes de santé mentale pendant la première partie de la pandémie. Donc, vous avez le schéma de couleur ne sort pas vraiment bien, mais la ligne un peu plus foncé en noir ici, c'est le nombre de visites normalement dans une année normale. Fait que ça, c'est l'année scolaire. Là, on tombe les vacances. Là, les vacances, bon, tout à coup, tous les problèmes d'anxiété reliés à l'école, tous les problèmes de santé mentale fléchissent énormément. Donc, on passe de près de 200 visites par année à 100. Puis ça remonte avec la rentrée scolaire. Ça, c'est le trou qu'on a vu avec la pandémie. Donc, quand je vous disais que tout avait fléchi en termes de visites à l'urgence, pendant la première vague, c'est exactement ce qu'on a vu. Fait qu'on a vu une énorme diminution du nombre de problèmes de santé mentale qui se présentaient à l'urgence à Sainte-Justine en début de pandémie. Mais vous pouvez voir, puis je vais vous montrer des données qui vont un peu plus loin par la suite. Là, vous pouvez voir que aussitôt que juin est arrivé, on est retourné à des chiffres qui sont comparables à ce qu'on a habituellement. Puis est venue la rentrée scolaire. Donc, ça, c'est la rentrée scolaire 2020. Donc, toujours pas de vaccin pour les ados. On recommence en personne, en mix, un peu à distance. Puis vous voyez qu'il y avait quand même une légère augmentation. C'était pas statistiquement plus élevé qu'une année normale, mais définitivement, comme on n'avait pas la diminution qu'on avait vue. Fait que la belle embellie, qu'il n'y en a en effet pas une, c'est un artefact, là, mais l'embellie qu'on avait vue pendant la première vague s'est dissipée. Mais là, nos collègues à l'urgence nous ont dit, mais vous êtes sûr que c'est pas pire que d'habitude parce qu'on voit juste ça de la santé mentale à l'urgence, il n'y a rien d'autre. Puis là, on a comme regardé plutôt que le nombre, on regardait la proportion des visites à l'urgence qui étaient dues à des problèmes de santé mentale. Puis là, vous pouvez voir qu'effectivement, nos collègues avaient raison, alors qu'habituellement, ça représente entre 6 à 10 des visites à l'urgence sur les problèmes de santé mentale. À l'automne 2020, on était autour d'un patient sur 6 qui se présentaient à l'hôpital qui avaient pour des problèmes de santé mentale. Fait que vraiment une grosse augmentation. Puis, évidemment, ça se reflétait avec ce qu'on voyait aussi à l'étage. Fait que c'est plus à l'urgence, mais aussi plus sur les étages. On est en train de finaliser un papier avec Gabrielle Vaudry, qui est une postdoc qui travaille entre autres avec Sylvana, puis avec Nicolas, pour regarder, bon, les données que je vous ai montrées finissent en décembre 2020. 2021 a été particulièrement difficile chez les ados. Il y a eu une explosion, entre autres, des problèmes des hospitalisations pour les troubles de conduite alimentaire, mais il y a aussi beaucoup d'autres problèmes un peu moins visibles du côté hospitalier d'anxiété puis de dépression. Donc, on a regardé un peu ce qui s'était passé, incluant 2021. Et voilà. Donc, en orange, c'est ce qui se passe dans une année typique de 2016 à 2019. Donc, la même affaire que je vous montrais tantôt, nombre relativement stable pendant l'année scolaire. Arrivent les vacances d'été, ça diminue. Arrive la rentrée scolaire, ça réaugmente.
Ça, c'est le trou que vous revoyez de la première vague, donc en 2020, qui est en vert, avec la réaugmentation à la fin 2020 que je vous montrais là 2 minutes. Puis en bleu, vous avez 2021. Fait que vous pouvez voir que en 2021, on avait 2 fois plus de visites à l'urgence pour des problèmes de santé mentale qu'une année normale, puis presque 5 fois plus qu'on avait eu en 2020 à la même période. Fait que l'hiver dernier, donc en un mois, jour pour jour d'aujourd'hui, il y avait vraiment des gros problèmes de santé mentale. Ça s'est replacé durant les vacances d'été, encore une fois. Ça n'a pas redescendu autant que ça descend normalement, mais ça s'est quand même replacé lors des vacances. Mais quand tu es revenu, là, on avait donné jusqu'en novembre, il y avait quand même, c'était reparti par en haut, là, puis c'est ce qu'on a vu aussi à l'urgence, là, malgré la vaccination qui s'en venait, malgré le retour en présentiel, il y en avait à peu près pas moins que c'était très difficile pour les enfants en termes de troubles de santé mentale. Donc, vous l'avez ici en modèle, je ne vous décrirai pas tout ça, là, mais grosso modo, ici, la ligne grise, c'est ce qui devrait se passer normalement, puis vous voyez, c'est la moyenne, si vous voulez, là, fait que vous voyez qu'il y a un peu de variation normalement 2016-2017 autour de moyenne. Il y a vraiment une franche augmentation quand on arrive en 2020-2021. Puis Gabriel a fait ce beau graphique-là ici en bas, où est-ce c'est le nombre de visites de plus que ce qu'on aurait dû avoir depuis le début de la pandémie. Donc, c'est des visites supplémentaires qui sont, en guillemets, dues à la pandémie ou dues à la pandémie aux mesures de santé publique. Donc, vous avez à peu près, en date de novembre 2020, là, vous avez à peu près 1300 visites de plus à l'urgence depuis le début de la pandémie pour des problèmes de santé mentale comparativement à ce qu'on aurait dû avoir, en gros guillemets. Là. Fait que c'est quand même significatif. On a creusé un petit peu pour voir est-ce qu'il y avait eu des changements sur la démographie. Pas tant que ça. Un petit peu plus d'ados qu'à la moyenne. Donc, si on regarde comparativement aux 5-11 ans, la proportion des visites pour santé mentale qui viennent de chez les 12 ans et plus, normalement, c'était à peu près 70%, 30%. Ça a plus été vers 3/4, 1/4 pendant la pandémie 2020-2021. Les filles qui souffraient un peu plus, ou du moins qui demandaient plus d'aide, qui avaient plus de risques de venir à l'urgence, ça s'est confirmé. Puis en fait, l'écart s'est creusé encore plus pendant la pandémie. Ça ne veut pas dire que les garçons ne souffrent pas, mais ça veut dire que les filles souvent se rendent à un point où est-ce qu'ils ont besoin de venir à l'urgence. Puis, en utilisant l'indice de déprivation matérielle que je montrais tantôt, les enfants qui viennent de milieux socio-économiques moins favorables ont toujours été plus à risque de venir, donc ils représentent à peu près 46% avant la pandémie. C'est relativement stable, donc il y a quelque chose qui s'est un peu amélioré, ce qui est une bonne chose. Donc, on n'a pas creusé les inégalités de ce côté-là. On espère que ça ne cache pas d'autres choses, c'est-à-dire que qu'il n'y a pas des enfants qui auraient dû venir puis qui ont pas osé venir, mais on espère qu'avec le fait que l'urgence, c'est quand même ça n'amène pas de coûts supplémentaires pour les familles par opposition à d'autres problèmes d'autres professionnels de la santé où on irait chercher de l'aide pour les problèmes de santé mentale. On ose espérer que les inégalités qui existaient se sont pas creusées davantage. Puis les chiffres préliminaires qu'on a sont somme toute rassurants de ce côté-là. Donc, en résumé, donc, il y avait quelques centaines d'enfants qui étaient hospitalisés avec le COVID-19 depuis le début de la pandémie. C'était évidemment avant Omicron. Puis je peux vous dire que ça s'est vraiment dégradé par la suite, en termes de nombre, mais pas en termes de sévérité tant que ça. Facteur de risque pour une maladie plus sévère, les extrêmes d'âge, la présence de maladies chroniques, le syndrome inflammatoire multisystémique de l'enfant est aussi une cause importante d'hospitalisation. Des enfants qui sont en général plus malades, qui ont besoin de plus de support. C'est souvent 2 à 6 semaines après le pic des infections. Donc, on se croise les doigts pour les prochaines semaines à Sainte-Justine. Il y a eu une importante diminution de l'achalandage à l'urgence au début de la pandémie pour tous les diagnostics. Puis, il y avait une inquiétude initiale pour des possibles délais de présentation par peur d'infection pouvant mener à des maladies plus sévères.
On n'a pas objectivé ça pour les appendicites. Il y a une diminution initiale des cancers, mais probablement pas dû à une diminution du nombre de cancers, plus des enfants avec cancer qui étaient peut-être pas malades avec d'autres virus, donc qui sont restés à la maison. Puis on semble pas avoir manqué de cancer. Puis la pandémie et ou les mesures de santé publique qui sont une augmentation importante des visites pour santé mentale. Puis c'est encore plus évident quand on fait le contraste avec la diminution des visites pour d'autres raisons. Donc, je remercie un gros paquet de monde que je n'aimerais pas toutes, qui ont évidemment été très importantes dans la réalisation de ces travaux-là. Remercier le FACUS pour le financement. Ça me fait plaisir de prendre vos questions. Quel beau travail, Olivier. C'est vraiment, vraiment, vraiment très éclairant. J'adore le portrait. J'adore le cas que vous avez fait là, des hépatites et des cancers pour vérifier votre hypothèse là, de où est-ce qu'ils étaient allés les gens qui n'ont pas reçu les services, puis est-ce qu'on en a laissé, est-ce qu'il y en a qui sont passés entre les mailles du filet. J'adore le modèle. Puis là, moi, je brûle de poser des questions, donc je vous propose de préparer les vôtres pendant que j'en pose une ou deux. Donc, tu sais, par rapport aux écarts énormes là, pour la sévérité du SRAS, de la COVID-19 et donc des hospitalisations, puis de la sévérité une fois qu'ils sont hospitalisés en fonction du statut socio-économique, comment tu l'expliques? Ouais, c'est pas évident. Les hypothèses qui viennent des États-Unis, c'est beaucoup les classiques de problèmes d'accès aux assurances, puis bon, on n'a pas la même qualité de soins. Puis évidemment, en tout cas, on a l'impression que c'est moins le cas ici. Est-ce qu'il y a quand même, on sait qu'il y a quand même un problème d'accès au Canada, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de... Là, j'ai utilisé milieu socio-économique parce qu'évidemment, on n'a pas de bons marqueurs individuels pour d'autres caractéristiques socio-démographiques comme la race, par exemple, comme les minorités linguistiques, mais on sait qu'il y a certains sous-groupes pour qui venir à l'hôpital, c'est soit une source d'anxiété parce qu'ils ont peur de se faire juger, ou soit que c'est difficile à cause de la race, qu'ils ne savent pas comme où aller. Donc, est-ce qu'ils se présentent avec des maladies plus sévères à cause de ça? Possiblement. Il y a aussi rapporté, puis là, c'est toujours un peu un sujet délicat, mais est-ce qu'il y a un peu de racisme systémique associé à la prise en charge de la pandémie, c'est-à-dire que c'est des patients qui se présentent initialement, qui se font dire qu'ils n'ont pas grand-chose parce qu'ils sont étiquetés comme étant difficiles, comme étant qui ont de la difficulté peut-être à exprimer leurs symptômes, qui se font renvoyer à la maison, puis quand ils reviennent, ben là, ils ont une manifestation déjà plus sévère, on les a comme un peu pas ignorés, mais on a un peu minimisé leurs symptômes à leur présentation initiale, puis ils reviennent. C'est possible. C'est sûr que, tu sais, en termes de nombre, on a tous vu des données de la santé publique qui montraient il y avait plus de chances d'être infecté, mais la sévérité de la maladie, on n'a malheureusement pas des assez bonnes données au niveau individuel pour creuser, mais c'est deux de nos hypothèses. C'est vraiment que c'est pas tant le milieu socio-économique que d'autres caractéristiques comme la race puis les minorités linguistiques qui sont associées au faible niveau socio-économique qui sont des éléments qui influencent la sévérité. Là. OK, très, très intéressant. Très intéressant. Puis, je vois pas d'autres. Qui d'autre a des questions? Oui, Catherine. Et 2 secondes, je me demandais, juste dans ces modèles-là, est-ce que les autres maladies sous-jacentes que vous avez montrées, qui étaient par ailleurs corrélées avec la sévérité, étaient contrôlées ou pas? Puis est-ce qu'il y a un gradient santé revenu aussi pour ces autres conditions-là? Oui, non, très bon point, Catherine. C'est pas des gros chiffres, là. Donc, tu sais, même on est chanceux en pédiatrie que la prévalence de maladies chroniques est somme toute assez faible. Fait que pour des raisons purement statistiques très plates, on n'a pas été capable d'ajuster pour la présence de maladies chroniques dans cette population-là. Mais tout à fait, j'ai comme oublié cet élément. C'est dans l'article, mais j'ai oublié de le mentionner. Mais oui, tu sais, la plus grande proportion de problèmes de santé chronique
dans les populations à plus faible revenu pourrait aussi être un élément qui influence la sévérité. OK, merci. Gabriel? Oui, allô, d'abord, bravo pour la super présentation, c'était vraiment éclairant. Dans les autres effets secondaires là, ou maladies manquées indirectement avec la COVID, il y a eu des préoccupations par rapport à tout ce qui est trauma non accidentel, maltraitance. Je ne sais pas si ça, on a pu explorer un peu les impacts de la pandémie là-dessus. Fait que nous, on ne l'a pas fait. C'est le souci de ce côté-là, c'est que souvent, ces enfants-là ne sont pas, avec la base de données qu'on a utilisée, je ne suis pas sûr qu'on l'aurait capté. Donc, même si on l'avait étudié, je ne suis pas sûr que ça m'aurait rassuré de ne pas voir de réaugmentation. Parce que souvent, puis mes collègues en médecine socio-juridique pourront être plus en mesure de le dire, mais souvent, ce qui se passe, c'est que ces enfants-là sont juste invisibles. C'est-à-dire qu'ils souffrent en silence à la maison. C'est pas comme si 2 mois plus tard, il y a quelqu'un qui les amenait nécessairement à l'urgence. Souvent, c'est des intervenants à l'école, c'est des intervenants sociaux qui vont les rattraper puis qui vont les mettre en lien avec le DPJ, mais ils vont pas nécessairement se présenter à l'hôpital. Donc, l'évidence qu'on a eue, c'est qu'il y a probablement eu des enfants qui auraient dû venir pour des problèmes de maltraitance qui ne sont pas venus, mais je ne suis pas sûr que l'utiliser avec une base de données hospitalière ou de l'urgence, ça nous aurait donné cette réponse-là. Là. OK, merci. Simon? Oui, merci Olivier pour ta présentation. C'était très clair et très, très instructif. Moi, je voulais t'amener dans ton bloc sur l'explosion des consultations en santé mentale. Est-ce que vous avez regardé le profil des jeunes qui consultent? Est-ce que c'est surtout des jeunes qui avaient déjà de grandes vulnérabilités ou c'est comme des nouveaux jeunes, finalement, qui ne présentaient pas de troubles à l'origine puis que maintenant, ils en présentent? Pourquoi je te pose la question? C'est qu'on a vu dans différentes bases de données que les personnes vulnérables continuent d'être vulnérables pendant la pandémie, mais les personnes qui allaient bien, c'est eux qui vivent une drop plus importante en termes de santé mentale. Je ne sais pas si vous avez vérifié ça, là, si c'est possible de le faire à partir des données que vous avez. Je ne sais pas si tu as un commentaire là-dessus. Oui, non, très bon point. C'était un peu difficile de faire. Je pense qu'on pourrait le faire si on avait utilisé comme... Fait que, 2 choses. La première, c'est qu'on pourrait vérifier ceux qui avaient déjà eu une visite en santé mentale à l'urgence, puis voir si eux, versus ceux qui n'en avaient jamais eu, puis voir s'il y a une différence entre les 2 groupes. Fait que ça serait un marqueur pas très sensible, mais on peut le faire relativement facilement. Est-ce qu'ils avaient des diagnostics déjà, ces gens-là qui consultent? Est-ce qu'ils arrivaient déjà avec... C'est ça. L'autre point, ça serait de faire un maillage de données entre les visites à urgence puis d'autres hospitalières. Là. Comme vous savez, malheureusement, le maillage de données et la santé mentale à l'extérieur des murs de l'hôpital, c'est plus les patients qui sont connus de Saint-Justine. Ces patients-là avaient la même impression que vous. C'est-à-dire que il y a des enfants qui avaient déjà des problèmes de santé mentale qui ont clairement décompensé. Mais il y en a aussi beaucoup qui n'étaient pas sur le radar de personnes qui allaient bien en communauté puis qui sont vraiment franchement dégradées. Fait qu'on a vu les deux. Mais non, ça serait un bon point d'essayer de creuser un peu plus la santé mentale précédant la pandémie. Là. Merci. Oui, merci beaucoup. C'était une excellente présentation. Je suis la chef de psychiatrie au Saint-Justine. C'est très intéressant. J'aimerais juste faire quelques observations liées à ce qui a été mentionné par rapport à la santé mentale. Je crois que ça nous permet beaucoup, la pandémie nous a permis de voir la distinction entre la santé
les troubles psychosociaux puis la psychiatrie. C'est une différence là-bas, une distinction qui effectivement avec les données qui sont ramassées de l'urgence, étant donné que nos urgences ont des équipes psychosociales qui voient les patients, ces données-là, c'est difficile à démêler. Puis ça pourrait être très intéressant de voir combien de ces consultations de l'urgence sont allées en psychiatrie, puis combien parmi eux étaient hospitalisés. On était aussi à Sainte-Justine, le seul centre, pas juste au Québec, mais au Canada, qui avait une unité pour la psychiatrie, pour les jeunes qui étaient COVID positifs en psychiatrie. Ça, c'est des données que moi, j'ai présentées aux autres conférences, puis je trouve très intéressant. En tout cas, ça m'intéresse beaucoup de faire des cross croisées vérifications avec vous pour les données qu'on a ramassées. Et puis, par rapport à ce qui m'intéresse, est que selon les données de l'INES, qui viennent, la publication de l'INES qui viennent avec, pour les urgences pendant la première vague principalement, ce qui était intéressant, puis je ne suis pas sûre si je l'ai manqué ou si ça s'est confirmé par votre chiffre, et ce qui était remarqué était que pendant la première vague, oui, toutes les consultations à l'urgence sont tombées de façon drastique, incluant la santé mentale, sauf que la diminution des consultations en santé mentale était moins de la diminution en santé physique pour les enfants et les adolescents. Mais quand j'ai vu vos chiffres, je n'étais pas sûre que je voyais ça. Alors, je me questionnais parce que je sais que l'INES a cherché toutes les urgences partout au Québec. Alors, est-ce que c'est une distinction de notre urgence et de l'urgence des Children's ensemble? C'est ça ma question. Donc, ils sont ici les données, Dr. Amirali, mais il faut voir ça, c'est mars, avril, mai. Donc, on est limité. Ça, c'est juste pour les children, par contre, parce que la façon je vous épargne les détails, mais la façon que c'est codé à l'urgence de Sainte-Justine, c'est un menu déroulant versus les codes ICD-10 aux children, mais la diminution était de la même amplitude à peu près. Les chiffres sont petits, là, fait que c'est sûr que l'intervalle de confiance est un peu plus large, là, mais c'est quand même du même ordre de grandeur pour la santé mentale. C'est intéressant parce que ce n'est pas ça exactement qui est rapporté par l'INES, là. Puis ça serait intéressant de regarder pourquoi ces différences, que c'est particulier, qu'est-ce que ça inclut en général. Mais je ne sais pas si l'INES a regardé aussi, parce que ça a été juste de l'urgence, mais les urgences ont des types de fonctionnement différents. Là, chez nous, on a une urgence psychosociale pour la majorité des cas, mais ce n'est pas le cas aux children's. Alors, est-ce que c'est ça que les children's n'avaient pas eu cette diminution? En tout cas, c'est à continuer. Mais merci beaucoup, je l'ai trouvé super, super intéressant. Puis ça nous intéresse de collaborer, si vous voulez, pour regarder aller un peu plus loin par rapport aux hospices et la sévérité. Parfait, super. Sylvana, tu es muté, tu veux que je réponde aux questions qui sont dans le chat? Hein? Pardon. Oui, Olivier, c'est ça, il nous reste juste 2 minutes, mais si tu acceptes de rester pour répondre aux questions, ça serait super. Il y en a une dans le chat de Anna McKinnon qui demande si tu as étudié le lien entre, si tu as étudié les patrons, si les patrons de variation étaient influencés par les mesures sanitaires spécifiquement. Tu regardes les mesures dans le temps, j'imagine que ça se chevauche, c'est sûr, là, mais est-ce que vous avez essayé de distinguer si c'était associé avec des mesures sanitaires particulières? Oui, non, c'est une très bonne question. Oh, il y a un petit peu d'écho. Je l'ai utilisé avec d'autres collaborateurs pour quand on comparait des données entre provinces ou entre pays. Parce que là, évidemment, c'est pas toutes les juridictions qui ont répondu de la même façon. Mais non, c'est vrai, je n'ai pas pensé à l'utiliser dans le contexte dans le temps pour notre population, mais ça pourrait être intéressant. Merci pour la suggestion. Puis l'autre question, la dernière, c'est que est-ce qu'il y a des données concernant la présentation clinique des troubles alimentaires? Est-ce que la présentation était différente pendant la pandémie? Est-ce qu'il y a eu une exacerbation des symptômes, par exemple? Oui, ça, c'est de la recherche que le Dr. Amirali sera peut-être au courant, que évidemment, c'est plus du domaine de Nicolas qui, malheureusement, est en vacances cette semaine, mais il y a d'autres gens dans le reste du Canada qui ont montré effectivement qu'il y avait eu une grosse
Il y a eu une augmentation assez importante du nombre de consultations pour les troubles de conduite alimentaire. Je peux vous dire qu'il y a une très grosse augmentation du nombre d'hospitalisations pour les troubles de conduite alimentaire. On a, à un moment donné, à Sainte-Justine, normalement, on a une journée typique à Sainte-Justine, on a 3-4 ados, c'est surtout des ados, là, admis pour des troubles de conduite alimentaire. On a monté jusqu'à 15 à 20 dans le pire de la pandémie. Je pense ça va être au printemps, voilà un an à peu près, là, au début 2021. Puis, il y en a plus qui avaient eu besoin de gavage. Donc, plus de cas qui avaient besoin d'être hospitalisés, puis parmi ceux qui étaient hospitalisés, il y en avait des plus sévères qu'habituellement. Fait que tous les marqueurs de sévérité étaient pires. Puis pour en revenir à la question de Simon plus tôt, c'était aussi à la fois des patients qui avaient des antécédents de troubles de conduite alimentaire et aussi des patients qui n'avaient aucun problème avant la pandémie, qui s'était dégradé. Mais on n'a pas fait spécifiquement ce travail-là à Sainte-Justine parce que ça avait été déjà fait dans le reste du Canada, mais anecdotiquement, on avait la même chose que ce qui avait été décrit dans la littérature. Merci beaucoup, Olivier. Merci de faire ce travail hyper important là, pour comprendre les impacts de la pandémie sur les aspects pédiatriques. Bonne continuation. On va suivre tes travaux avec beaucoup d'intérêt. Puis j'espère aussi pouvoir les partager dans les présentations qu'on fait à la communauté plus large là, des chercheurs de l'Observatoire. Absolument. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir.